Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler avec une patiente qui a souffert d'un cancer du sein, qui a été prise en charge pour sa maladie, qui est là. Exactement, bonjour. Et donc ma question c'est, qui êtes-vous? Alors, moi je suis Stéphanie. J'ai eu un cancer du sein à l'âge de mes 38 ans, donc en 2020, la fameuse année. Et j'ai été suivie tout au long de cette épopée, je dirais, de cancer du sein à l'HPA, donc à Antony, hôpital privé d'Antony. Alors, ma première question, c'est, vous en avez parlé juste avant qu'on commence la vidéo, c'est vous aviez un passé. Oui. Et donc j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. C'est quoi ce passé? Alors, juste avant de détecter mon cancer du sein, j'ai été avec un homme auparavant qui était très violent avec moi, que ce soit psychologiquement, physiquement. Et de là, j'ai réussi à me défaire de cette relation toxique, parce que c'est le cas. Et on va dire 1 an et demi après, voire presque 2 ans après, j'ai développé un cancer du sein. J'en ai parlé au docteur qui me soignait, en me demandant si j'avais reçu des coups éventuels sur la poitrine. Je lui ai dit qu'en effet, potentiellement j'en avais reçu, parce que j'ai reçu des violences physiques, mais je ne savais pas. Et elle m'a dit, arrêtez-vous tout de suite, vous avez vécu des violences conjugales, ça peut développer aussi. C'est un facteur de risque. Ça a duré combien de temps? Les violences, vous voulez dire? Ouais. Je suis restée 7 ans avec cet homme. Donc, et avant, il n'y en avait pas? Alors, il y en avait au tout départ. Non. Avant cette relation? Avant cette relation, pas du tout. Non, j'étais avec des hommes, voilà. Enfin, j'en ai pas eu des milliers, mais en tout cas ceux que voilà. Mais en tout cas ceux qui étaient avant, non, j'avais pas du tout enduré cette épreuve. Qu'est-ce qui vous en a fait sortir? En fait, je suis rentrée chez moi le jour du travail. Et on avait dit avec ce monsieur, je lui avais dit, écoute, voilà, moi c'est terminé avec toi, je fais des procédures pour m'éloigner de toi, pour trouver un appartement, etc. Il était d'accord avec cette option, qui me faisait croire qu'il était d'accord, j'ai envie de dire. Et je l'ai cru, bien entendu. Donc j'ai continué mes petites démarches jusqu'au jour où, donc ça a duré peut-être bien 6 mois, parce que j'étais pas dans l'urgence pour trouver un appartement, parce que je n'avais dit à personne que j'étais violentée. Donc je cherchais un appartement, mais femme seule, j'avais un bébé avec ce monsieur, qui avait 2 ans à cette époque-là. Et du coup, j'essayais de trouver au mieux pour cet enfant. Je ne voulais pas la retirer de son père. Enfin bref, il y avait plein de choses qui rentrent dans l'esprit d'une femme aussi. Et de ce fait, je mettais du temps à trouver un appartement. Et en fait, j'ai rencontré un autre homme à ce moment-là. Il a appris cette nouvelle relation, que je n'ai pas caché, puisque pour moi on était séparés, en fait, de fait, pas de corps, pas dans l'absolu, on était encore ensemble dans le logement, mais je n'étais plus avec lui. Il l'a très mal pris, et en fait il m'a mise dehors, sans vêtements, sans rien, j'étais à la rue. Donc voilà, et je me suis retournée vers une association à l'époque qui m'avait été indiquée par, on va dire, un psychologue, et qui m'a donné l'adresse de Flora Tristan, à Châtillon. Et donc j'ai été reçue là pour m'aider dans mes démarches. J'en avais fait auparavant parce que moi j'avais ma famille autour de moi, donc heureusement j'étais bien entourée. J'avais fait déjà des procédures contre cet homme et Flora Tristan en fait m'a... L'association Flora... Voilà. Donc mesdames, l'association Flora Tristan dans le 92. Ouais. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pardon. Non. Ma question c'était... Qu'est-ce qui vous a décidé? C'est-à-dire à quel moment vous avez dit « ça suffit » ? Quel a été le déclic, s'il y en a eu un? Dès l'instant, en fait, où je pense qu'il a osé lever la main sur moi devant mon enfant. D'habitude, il le faisait toujours en catimini, derrière le dos. Alors, on avait la garde de ses 2 autres enfants, issus d'une précédente union. Et il le faisait toujours en cachette. Et là, il l'a fait devant mon enfant de 2 ans. Du coup, qui s'est mis à hurler et qui a crié maman. Et du coup, je me suis dit non, ça peut plus durer. Donc, de là, je me suis dit je reviendrai pas. Quand il m'a mise dehors, je claque la porte. Bien sûr, je voulais revenir pour mon enfant parce qu'il a quand même pris mon enfant, notre enfant, mais mon enfant. Et il n'a jamais voulu me la redonner, donc il l'a kidnappée. On était à 2 doigts de faire une alerte enlèvement parce qu'on ne savait pas où elle était.
Et du coup, je me suis dit non, je ne peux pas faire vivre ça à mon enfant, ni à moi-même. Elle a besoin d'une maman solide. Donc voilà, je me suis décidée à ne plus revenir avec lui et j'y ai tenu. Violence physique, psychologique, je suis désolé parce qu'en fait, du coup, on fait une vidéo d'avant la vidéo. Je suis désolé. Non, ça vous embête d'en parler ou pas? Pas du tout. Je suis un peu émue parce que forcément, ça fait remonter des souvenirs, mais c'est mon passé, je l'ai assumé. Je vis très bien maintenant. Ma fille est magnifique et se porte bien. Elle ne voit plus son papa. C'est lui qui, en contrepartie, l'a décidé. Donc... voilà, non, je le vis bien. Et donc, il y avait des violences psychologiques et physiques avec un climat terrible qui s'instaurait progressivement, c'est-à-dire une lune de miel, puis c'est monté crescendo. Exactement. Au début, c'était le prince charmant. Voilà, littéralement, le prince charmant. Et dès l'instant où je suis tombée enceinte, j'ai eu quelques petites brimades, on va dire. Alors, je me souviens plus parce que je vous avoue que j'ai ce fameux trou noir de tout ce qui me disait, etc. Alors bien sûr, les violences, je les ai en tête, physiques, mais tout ce qui est psychologique, il y en avait tellement que j'en ai retenu que quelques-unes, notamment que j'étais la deuxième maman de ces 2 précédents enfants, et donc que j'avais en gros une responsabilité à tenir, que si je m'en allais, j'allais leur faire du mal, et que voilà, donc ça pendant que j'étais enceinte. Et puis après, quand ma fille est née, je m'occupais que de mon enfant, donc je n'étais plus la femme qu'il avait rencontrée, et de là, ça commençait à être un peu plus intense. Avant votre grossesse, il n'y avait pas de violence, ou pas, même là maintenant, a posteriori, est-ce qu'il y avait un climat un peu bizarre ou pas du tout? Alors, violent, alors j'imagine que toute forme de violence est différente, mais j'imagine qu'il y en avait parce qu'il voulait la garde de ses enfants. Les enfants étaient avec leur maman à ce moment-là. Ça se passait pas très bien avec leur maman, selon les dires des enfants. Moi, je les ai entendus, en effet. Mais c'est vrai qu'il me disait souvent, oui, on va essayer de se battre, j'ai envie de me battre pour mes enfants, j'ai envie de les avoir en garde. Donc moi, il passait pour l'homme idéal, j'ai envie de dire, un homme charmant avec moi, et en plus qui veut la garde de ses enfants, qui s'en occupe, qui veut s'en occuper. Je suis tombée en amour, quoi. Et je me suis dit, je me battrai à tes côtés, parce que j'ai un peu ce côté Zorro. Et du coup, je me dis, je vais me battre. Pourquoi on donnerait à jamais... Enfin, la légitimité du papa n'est pas reconnue, je comprends pas. Et puis, c'est ce que j'ai fait, je me suis battue à ses côtés, donc j'ai vraiment vécu tout ce qui est procédure, tribunal, etc. C'est très, très dur à encaisser. Et puis après j'étais enceinte de ma fille, donc du coup j'étais dans les tribunaux pour avoir la garde, et on a eu la garde en septembre, et ma fille est née en décembre. Donc voilà, j'ai des... Est-ce que vous avez peur encore aujourd'hui? De lui? Ouais. Ouais, je vais être honnête, ouais. Il sera toujours là? Et il sera toujours là parce qu'il fait en sorte d'être toujours là. C'est-à-dire que même s'il n'a pas fait... il devait voir sa fille dans des centres médiatisés, il n'a pas donné suite. Donc, ma fille est restée avec moi. Maintenant, elle a 11 ans. Et elle me dit qu'elle aimerait bien savoir à quoi ressemble son papa, elle a des photos et autres. Mais bon. Et l'année dernière, monsieur, donc 8 ans d'absence, monsieur est revenu à son école. Donc, elle était en CM2. Il est revenu sur le perron de son école en lui disant « Voilà, je suis ton père, viens avec moi ». Ma fille a pris peur parce qu'elle sait, elle a des flashs, même à 2 ans, elle a des flashs encore maintenant de ce qui s'est passé, que papa a tapé maman dans le ventre, qu'elle l'a fait tomber sur le canapé, enfin plein de choses un peu atroces qu'elle a vécues et que j'ai vécues. Et du coup, elle a pris peur, elle est rentrée dans l'école et c'est l'école qui m'a appelée. Donc vous allez bien, mais en réalité, c'est comme tout événement ultra traumatique. On vit avec, on se répare, mais on n'est jamais comme neuf. Non. Il reste les fissures. Il reste les fissures. Un vase qui se casse, on a beau le recoller, il y a toujours les fissures. Moi, j'ai cette image dans la tête. Du coup, vous avez un peu enchaîné. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors ensuite, du coup, j'ai découvert une boule dans mon sein. En autopalpation ou Alors en fait, avec mon nouveau compagnon, j'ai eu une autre petite fille. Quand elle est née, j'allaitais mon enfant. Et à un moment donné, elle rejetait le sein, alors qu'elle était très goulue. Donc du coup, je me suis dit, bizarre. Et je regarde mon sein, je vois en effet qu'il est plus gros que l'autre, qu'il me gratte, qu'il me démange. Je vois des petites vaguelettes sur le sein. Donc forcément, ça me fait poser la question, en plus qu'elle rejette ce sein-là.
Je vais voir, j'appelle ma sage-femme avec qui je m'entendais très très bien. Et donc du coup, je l'appelle, je lui explique le cas. Elle me dit, est-ce que tu peux passer au cabinet? Je pense que c'est peut-être la position d'allaitement qui est peut-être un problème. Ok, je vais la voir. Et en effet, elle me dit, non, tu vas passer une écho parce que ton sein me paraît un petit peu bizarre, donc fais passer une écho. Ce que j'ai fait. Et quand je suis allée dans cette échographie, enfin passer cette échographie, je suis tombée sur une personne, j'ai envie de dire inhumaine, vraiment. Je lui en veux, vraiment. Encore maintenant? Ah oui, ouais. J'ai juste failli mourir à cause, parce qu'elle m'a donné, elle m'a fait me rendre, je me suis sentie humiliée. Je me suis posée sur sa table, voilà, d'examination. Et elle me dit, mais qui vous envoie? Vous avez les seins trop denses, vous allaitez, je peux rien voir. Je vois rien. Qui vous envoie? Donc je lui dis, ma sage-femme, en effet, moi j'ai 2 tantes maternelles qui ont eu un cancer du sein. J'ai une prédisposition familiale, donc je n'ai pas envie de passer à côté, moi je viens vous voir. Mais non, n'importe quoi. Vous risquez rien, vous êtes protégée contre le cancer du sein quand vous allaitez, madame. Je suis repartie. J'étais bête, vraiment, je me sentais conne, vraiment. Alors, juste une question. Est-ce qu'avant, vous étais suivi par un gynécologue Oui, ou pas? bien sûr, ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous consultez votre gynéco ou Alors, je lui en fais part. Je n'avais pas de consultation à ce moment-là. Je lui en fais part. Elle me dit, en effet, faites les échographies adéquates. Moi, je suis d'accord, etc. Donc, pour moi, voilà. Mais après, c'est vrai que le diagnostic que me donne cette dame-là, je me sens bête. Je me dis, je suis hypocondriaque ou quoi? Donc, voilà, vraiment, j'avais honte. Je repars et je laisse traîner, puisque je suis protégée contre le cancer du sein. Et là, votre gynécologue vous dit pas, je veux vous voir? Non, j'ai pas eu de suite après ça. Oui, donc il y a vraiment une mécanique, ce que c'est important de le décrypter pour les patientes, c'est on a un médecin qui vous traite pas bien, vous met dans une mauvaise direction, il vous rassure faussement, et du coup, on va dire les garde-fous sautent, c'est-à-dire que votre gynécologue vous dit pas, mais attendez, moi je veux vous voir. La sage-femme, pareil, et donc en réalité, sur une erreur, il y a une cascade de petites erreurs de petites grosses erreurs qui font que on a un intervalle libre, c'est-à-dire un temps où il se passe plus rien, qui est le temps de l'allaitement. C'est ça. Et ensuite? Alors, je veux juste revenir par contre sur la sage-femme. Le coup de la sage-femme, alors quand je lui ai dit, écoute, non, il n'y a rien. Je lui ai pas dit qu'elle m'avait dit que j'étais protégée contre le cancer du sein à sa décharge. Donc, je lui ai dit, non, écoute, il n'y a rien. Pour elle, elle voit pas, les seins sont trop denses, etc. À surveiller. Mais elle avait fait l'écho ou pas? Oui, elle avait fait l'écho. Mais moi, je fais un retour à ma sage-femme pour lui dire, écoute, a priori, il n'y a rien. Voilà. Mais c'est vrai que je ne détaille pas. Donc, elle reste sur le fait qu'il n'y a rien à l'écho. Puis j'étais pas suivie par elle à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment, je suis allée la voir parce que j'avais confiance en elle et que je me suis posé la question, est-ce que c'était l'allaitement ou est-ce que c'était... C'était combien de temps après le début après l'accouchement? Elle avait 18 mois, ma fille. D'accord. Ouais. Donc il y a quand même c'est-à-dire la modification anatomique du sein, elle est très retardée par rapport à l'accouchement. Oui, tout à fait. Et vous ne pratiquiez pas l'autopalpation et vous n'aviez pas de symptômes, même a posteriori non, en plus, et puis, alors, si on s'autopalpe, mais je vous avoue que je savais pas trop comment faire, en fait. Voilà, je sentais des petites boules, mais comme j'allaitais, mes seins étaient très denses et j'avais des petites glandes, qui étaient là. Mais c'est vrai que, ne connaissant pas, voilà. Ok, donc, au revoir madame, tout va bien, etc. L'allaitement continue, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et là, alors donc ça c'était en mai 2019, et en janvier 2020, là ma fille refuse complet, c'est-à-dire vraiment dégoût. Au début elle tétait mais très faiblement, et là elle fait vraiment le rejet. Je dis bon, et là je regarde, je vois mon mamelon qui se rentre, qui est, voilà. Je dis, c'est quand même très bizarre. Je vois un petit écoulement, je me dis, c'est bizarre. L'autre sein, pas du tout. Alors, juste, je fais une remarque, mesdames, la rétraction mamelonnaire est un signe assez puissant, et en réalité, toute modification anatomique, la peau d'orange, vous voyez la peau d'orange avec les pores qu'on voit beaucoup plus, avec on va dire une peau normale et une peau où on voit beaucoup les petits pores de la peau, c'est un signe qu'il se passe quelque chose. Bref, le message, si vous avez une modification de l'anatomie
d'un de vos seins ou de vos deux seins, il faut consulter, et même si un médecin vous dit tout va bien, ben vous allez voir un autre médecin pour avoir une certitude, pour avoir les examens. Et l'exploration des seins, c'est dans un premier temps la mammographie et l'échographie, plus ou moins la biopsie. Let's go. Et du coup, donc là, je redécide d'appeler ma sage-femme. Je lui dis, écoute, là, je trouve ça très bizarre. Elle me dit, viens au cabinet, je vais t'examiner. Je suis partie la voir. Elle me dit, écoute, je te laisse pas repartir de mon cabinet tant que tu n'as pas pris un autre rendez-vous pour faire une échographie, mais pas au même endroit que tu as fait la première. Parce que là, du coup, je lui explique. Et elle me dit, t'aurais pas dû attendre autant de temps. Bref, voilà. C'est un peu ballot. Mais je savais pas, ouais. Non, c'est un peu ballot de sa part de vous dire ça. Ouais, je trouve, parce que c'est culpabilisant. Oui. Après, oui, c'est vrai. Bon, après coup, en effet, en le disant comme ça, mais c'est vrai que je l'ai pas pris du tout comme ça, parce que moi, c'est mon ange gardien, hein, pour rien vous cacher. Parce que c'est vrai c'est elle qui a vraiment fait le processus. Ouais, clairement. Et du coup, je vais faire mon échographie donc à Antony cette fois-ci. Et là, on me dit, Madame Legras, vous avez un peu de temps devant vous. On va faire une petite mammo, on va faire un peu plus poussé. Je fais bien sûr. Et puis de là, on a fait après l'IRM, etc. Et alors, du diagnostic a été posé. Ce moment-là, avec les radiologues, est-ce que ça a été un moment où on vous a dit, on pense que vous avez ça? Ça, c'est le premier point. 2, est-ce que l'approche a été... c'est pas pour faire de la pub, la question, c'est... Parce qu'on se posait la question sur le cancer du sein, de qui fait l'annonce. Et donc, on a discuté avec une IDEC qui s'occupe de la consultation, de pré-annonce, d'annonce, etc. Et que c'était très formalisé. Est-ce que là, on vous a dit, ouais, compliqué, vous avez probablement quelque chose lors de la consultation avec le radiologue, ou est-ce que vous l'avez compris implicitement? Alors, quand on a fait l'échographie, j'ai vu déjà le regard. Parce que nous, en tant que patients, souvent, je ne sais pas si tout le monde est pareil, mais moi, je regarde le regard du docteur qui m'examine et j'étudie un peu, j'essaie d'analyser. J'ai vu vraiment, elle fixait l'écran, elle passait vraiment au même endroit à chaque fois. Et elle m'a dit, bon, écoute, on a découvert une grosseur. En effet, vous avez une grosseur. Mais on n'a pas parlé du tout d'abord de cancer ou autre. C'était vraiment, on a une grosseur et il faut qu'on examine un peu plus profondément pour savoir ce qu'il en ressort. Voilà. Et donc, après, quand on m'a dit, bon, IRM, autre, on m'annonçait les diverses techniques, là, j'avoue, je me suis dit, bon, je pense que voilà, c'est plutôt... Compte tenu des antécédents familiaux, oui, vous êtes dit, t'es marron, t'as un cancer. Ouais. Ils n'ont pas proposé tout de suite la biopsie? Non, d'abord l'IRM. Et quand j'ai fait l'IRM, le docteur a voulu me voir et m'a dit, alors que d'habitude, en IRM, on fait notre IRM, on attend la salle d'attente, les résultats et on s'en va. Mmh. Et là, elle m'a dit, vous avez des antécédents familiaux de cancer du sein? Donc j'ai fait oui. Elle me fait, ok, on va faire une biopsie, mais voilà, on part vraiment sur ce terrain-là. Donc, alors, on s'arrête là. Ouais. Dans la tête, ça se passe comment à ce moment-là? En fait, on se déconnecte. Moi, je me suis dit, ça y est, je suis malade. Clairement, je me suis dit, je suis malade. Mais j'avais l'impression... Alors, mon corps était là, et j'avais mon esprit, on va dire, à côté de moi, et qui me regardait. J'étais spectatrice. À ce moment-là, j'étais plus actrice. J'étais spectatrice de ce qu'on venait de m'annoncer, en fait. Une forme de sidération. Ouais. Parce que je m'y attendais, mais qu'on me le dise concrètement... Ouais, chape de plomb, quoi. Et il a fallu combien de temps que vous passiez de la déréalisation et de ce moment de sidération où effectivement on nous annonce quelque chose d'énorme et le moment où vous rentrez dans le dur et vous dire c'est bon, on va y aller En fait, dès l'instant, je pense, où on commence les traitements, c'est-à-dire moi, dès qu'on m'a commencé à mettre le Poracate, c'est partir de là. Dès qu'on a mis le Poracate, je me suis dit, ma grande, là, tu rentres dans une guerre. Voilà. Alors, entre le moment de l'IRM et le moment où on pose alors le Portacate, c'est un accès pour la chimiothérapie. C'est en fait une sorte de chambre d'injection de produits qui a un fil qui court sous la peau et qui va dans une très grosse veine parce que les chimiothérapies sont toxiques pour les veines et donc ça permet d'être piqué sans que ça abîme le capital veineux. Combien de temps il s'est passé entre le moment où on dit on fait l'IRM, on va faire la biopsie et le moment où le traitement commence? Alors moi l'annonce, on va dire concrète de mon cancer était le 14 février. Et j'ai dû commencer la chimio peut-être... on devait être rapide, c'est ce qu'on m'a dit. Peut-être 10 jours après.
D'accord. Donc ça, c'est une notion ultra importante. C'est le cancer est une urgence. C'est-à-dire, et c'est un message pour les confrères, à partir du moment où on suspecte un cancer, c'est presque comme une embolie pulmonaire. C'est-à-dire, il y a une course contre la montre. Et plus vite on fait le diagnostic, plus vite on traite. Et tout le temps perdu au diagnostic est de la chance de survie perdue. Au moment où, voilà, il y a cette période, hein, ce no man's land, où on vous dit on va vous faire une biopsie, on pense que vous avez, mais les choses sont dites sans être dites. C'est quoi les 3 choses principales qui vous traversent la tête? En ce sens, je suis un peu orienté, je vais mourir, je vais pas mourir, mon enfant, pas mon enfant, je suis coupable, je suis pas coupable. Enfin, voilà, c'est quoi les grandes émotions qui vous traversent? Alors, la peur, très honnêtement, la peur, mais pas pour moi, bizarrement. Moi, j'ai jamais eu cette idée de me dire je vais mourir. Je peux mourir. Je sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Par contre, peur pour mes filles, ce qu'elles vont voir. C'est leur maman affaiblie, leur maman sans cheveux. Parce qu'on me l'avait dit ça directement, vous aurez une chimiothérapie qui va impliquer la perte des cheveux, etc. Est-ce que je vais pouvoir m'occuper de mes enfants? Parce que la dernière était vraiment petite, d'avoir arrêté l'allaitement. Enfin, voilà, ça c'était ma plus grosse peur, c'était ça. La deuxième, c'est vis-à-vis de mes parents et de mon frère et de mon conjoint, enfin les proches, mais je me dis je vais leur faire subir ça. Voilà, moi c'est l'annonce dans leurs yeux quand je leur ai annoncé, c'est voilà, c'est je revois leur visage encore maintenant en vous en parlant, quoi. C'est Vous avez pleuré? Alors je me suis carrément effondrée. C'est dans le bureau de l'oncologue, je me suis effondrée et mon conjoint était là avec moi et lui était vraiment solide, comme un roc, vraiment. Il m'a dit écoute, on le fait à 2, on va se battre et on va y arriver. Alors juste, j'insiste sur la séquence et on va revenir à l'effondrement. On vous dit qu'on va vous faire une biopsie, vous devez sortir genre complètement perdu de ça. Est-ce que on vous met tout de suite sur une filière, c'est-à-dire combien de temps après on va vous faire une biopsie, on vous dit vous allez voir un oncologue, il se passe combien de temps? Alors justement, moi on m'avait dit, normalement une biopsie, on a les résultats en une bonne semaine. En 3 jours je les avais. Parce que du coup ils savaient, la tumeur était très grosse, hein, elle faisait 8 cm sur 4. Ils m'ont dit on va accélérer les résultats. Parce qu'on pense que vraiment, c'est... Donc très vite, vous avez vu l'oncologue. Ouais. Donc vous n'avez pas été à ce moment-là abandonné, il n'y a pas d'errance... Franchement, je peux pas parler d'errance à ce moment-là. C'est vrai que... Bon, après, c'est plein d'infos qui vous tombent dessus parce que comme j'étais jeune, on m'a demandé est-ce que vous voulez encore avoir des enfants? Il faut faire le prélèvement d'ovocytes si vous voulez conserver, parce que la chimio altère beaucoup, voilà. Et vous les avez fait ou pas, les prélèvements d'ovocytes? Non, j'ai pris rendez-vous parce qu'on parlait peut-être d'un troisième enfant, enfin du coup, deuxième pour mon nouveau conjoint. Mais quand on a vu les traitements que ça impliquait, on s'est mis tous les deux d'accord, on a dit on va d'abord faire le cancer et on verra. Si ça doit venir, ça viendra naturellement. Et puis si ça vient pas, on a deux belles jeunes filles en parfaite santé. Donc, Vous êtes sorti de la consultation d'IRM, je reviens là-dessus, vous l'avez dit tout de suite à votre conjoint? Oui. Immédiatement? Oui, c'était la première personne qui savait tout. Alors moi je trouve ça rigolo, entre guillemets, parce que un jour dans ma vie on m'a dit t'as peut-être un cancer du poumon, et donc on m'a dit il faut 1 mois pour machin, bon bref, et en fait ma seule terreur ça a été de dire mais comment je le dis à ma famille? D'accord, ouais. Et en fait j'ai pas pensé, oui. Ok, bon on va me traiter, ok, bon j'ai pas beaucoup de cheveux, mais bon... Mais le problème n'était pas là, c'était en fait de l'annoncer. Et c'était terrifiant de l'annoncer. J'aurais pas supporté de l'annoncer, ni à ma femme, ni à mes enfants. Ouais. Et je trouve que c'est étonnant parce que c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, on a peur de faire du mal aux autres. C'est ça. Mais moi, plus à mes parents. Bizarrement, mes parents, mon frère. Mais mon conjoint, je savais. Voilà. On en avait parlé avant même, hein, le diagnostic. On a dit, oui, si jamais c'est ça, comment tu penses réagir? Enfin, il y avait quand même pas mal de communication sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'on était préparés, mine de rien. Et il voulait tout suivre. J'avais même pas sortie de la biopsie, que mon téléphone sonnait en me disant, alors, ça donne quoi? Je sais rien, pour l'instant. Donc, il a été très là. Oui. Ouais. Donc, en fait, ne pas être seul, c'est quand même pas mal. Et donc, il a été là
tout du long. Oui, alors par contre, lui, il a lâché prise, quand même. Quand moi, j'avais repris un peu de force, que j'ai commencé les chimios, lui, il a craqué. Parce qu'il m'a vu sans cheveux, livide, voilà, dans mon lit. Il me dit, si jamais elle se réveille pas... Il a eu peur. Ouais, il avait peur, en effet. Mais il a craqué une fois devant moi et après plus jamais. Et j'ai dit, mais t'as le droit, on est là, comme t'as dit, on est une équipe. Voilà. C'est ça. Donc il y a la personne malade et il y a l'entourage. Et quand l'entourage il est là, il y a une balance de quand s'autoriser à s'effondrer ou pas. Vous voyez l'oncologue et comment ça s'organise ce tout début. C'est-à-dire, l'oncologue a les résultats de la biopsie. Il sait donc que vous avez un cancer. Vous êtes passé en réunion de concertation pluriprofessionnelle avant même de vous voir pour prendre une décision thérapeutique. Comment ça se passe pour vous de votre côté ? Donc ça va très vite. Donc je pense que vous êtes sonné comme si vous étiez pris un KO pendant une semaine ou 4 jours. Vous voyez l'oncologue, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Alors, on m'explique qu'il y a plein de termes que je ne connais pas. On me dit que je vais rentrer dans un processus, que ça va aller vite parce qu'on est dans l'urgence, que mon cancer est agressif, que je suis une patiente jeune et que du coup, il peut être d'autant plus agressif. Je retiens que ces termes-là, honnêtement. Et après... Est-ce que vous comprenez les traitements? Vous comprenez que ça va durer, que tout ça, vous faites... Ou c'est... Ce que je veux dire, c'est la consultation, elle est informante, ou en fait, vous en sortez en ayant une idée de ce qui va se passer parce qu'il y en a eu dans votre famille? Alors j'avais suivi le cancer d'une de mes tantes, mais pas de manière profonde, on va dire. Ouais. J'ai été venue la voir à l'hôpital quand elle a été hospitalisée, mais ça s'arrête là. Elle m'a jamais informée vraiment en détail. Et j'ai juste vu son changement physique, en fin de compte. Mais ça s'arrêtait là. Donc je n'avais aucune idée. Après, quand on m'a parlé, je savais qu'on pouvait perdre les cheveux. Enfin, forcément, je pense que tout le monde connaît. Dès qu'on parle de cancer, on imagine quelqu'un un peu de cadavérique, les cheveux, voilà, sans cheveux, le visage blafard. Moi, j'avais cette image-là. Et donc, je lui ai demandé, c'était ma première question, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Et elle m'a dit, oui, c'est une chimiothérapie qui, en effet, implique la perte des cheveux. Et je fais d'accord. Et on m'a donné le protocole de soins. Vous l'avez lu? Je l'ai lu. Vous avez compris quelque chose? Vous avez l'impression que c'était... Alors, j'ai compris parce qu'elle me l'a expliqué très bien. Maintenant, on a un classeur. Moi, je suis tombée en plus à la période du Covid, donc il n'y avait pas du tout les soins de support ou autres qui pouvaient être proposés. Ah, donc vous avez été un peu seul à ce moment-là? La chimiothérapie, la première, il y avait mon conjoint, puis après, on avait c'était interdit, il n'y avait pas de droit d'avoir d'accompagnant, donc j'étais seule, en effet. Et ça, c'est très dur, parce que quand on a... alors, je sais pas si c'est l'ego ou autre, mais quand on a quelqu'un à côté, on n'a pas envie de montrer notre faiblesse. Et la première chimio... limite je rigolais parce que je voulais montrer c'est rien de grave, on va passer à travers cette épreuve. Alors que quand on est seul, je me suis effondrée plus d'une fois. En fait, c'était mon échappatoire. Clairement, mon moment de chimio, j'arrivais dans mon box, on m'injectait la chimio et je fondais en larmes. Est-ce que c'était pas indispensable? Ça fait du bien. Clairement, ça faisait du bien. Et quand l'oncologue venait me voir, elle me dit allez-y, c'est le moment. Et ils vous ont fait des câlins, ils ont été gentils? Alors, j'ai pas eu de câlin, mais en effet, la présence, les infirmières... Quand je parle de câlin, c'est même d'être là, de l'empathie, etc. Oui. Non, en effet. Les infirmières me disaient, allez-y, craquez. Bon, après, elles sont prises aussi, on était beaucoup, hein, donc on ne peut pas parler longtemps, mais ça faisait du bien, quoi, de se sentir. Vous avez fait combien de cures de chimio? J'ai eu les 4 EC, je ne pourrais pas vous dire le nom exact parce que c'est un nom compliqué, mais 4 grosses chimios, ça s'appelle, Oui. Et après 12 Taxol. Donc en tout, 16 chimiothérapies sur combien de temps? Donc ça a commencé en février et ça s'est arrêté si je ne me trompe pas, ça a dû s'arrêter mi-août. Est-ce que on vous a tout de suite parlé de la chirurgie qui allait venir après ou pas? Non. Ou on l'a pas abordé tout de suite? Non. Alors oui, en effet, vous faites bien de revenir dessus parce que j'avais un point aussi avec mon oncologue. Je lui avais dit, est-ce qu'on peut juste enlever la tumeur et garder mon sein? Et là, elle m'a dit, on va voir comment fonctionne la chimiothérapie sur la tumeur. Et on verra après coup, mais honnêtement, il y a très peu de chances qu'on garde le sein. Voilà. Est-ce que... Parce que la chimiothérapie, il y a ce qu'on appelle
un effet cumulatif des doses, c'est-à-dire qu'on a une première dose, puis on a la deuxième chimiothérapie, et en fait le reliquat de la première se rajoute à la deuxième, donc on a plus d'effets indésirables, et à la troisième on a encore plus d'effets indésirables. Est-ce qu'à un moment vous aviez les chocottes quand la chimio arrivait? Alors, lors de la première chimiothérapie, j'ai ressenti un gros coup de fatigue, donc voilà, je me suis dit, oh, bah, si c'est que ça va être gérable. La deuxième, j'ai fait une crise d'angoisse. En rentrant chez moi, parce que j'avais pas le personnel de santé autour de moi, j'avais mon conjoint, je voyais très bien qu'il n'emmenait pas large non plus, et là j'ai dû faire appel aux pompiers, donc période de Covid, ils arrivent en blouse blanche, d'autant plus anxiogène, et ils m'ont dit, ils m'ont posé toutes les, comment on appelle ça, Les électrodes, les voilà, questions. exactement, pardon. Pour voir si tout allait bien, les constantes. Tout allait bien, et on m'a dit, ouais, c'est une crise d'angoisse. Du coup, j'ai été hospitalisée pour la 3e et 4e. C'est-à-dire que je faisais ma chimiothérapie, et le soir, je dormais du coup à l'hôpital pour me rassurer qu'il y ait un personnel à côté de moi, au cas où. Sur ces 4 premières chimiothérapies, c'était quoi les effets indésirables? Attendus, hein, c'est-à-dire on vous a prévenu. De quoi avez-vous souffert? Essentiellement nausées. Vomissements. J'avais beaucoup de vertiges. Et puis la fatigue. Pas de diarrhée? Non. Pas d'éruption cutanée? Plus tard, l'éruption cutanée, j'avais en effet des petites un peu vésicules qui apparaissaient sur la peau. Et ça a disparu au moment de, on va dire, à partir de la 4e Taxol, en fait. Vous n'avez pas fait de fièvre post-chimio à 5 jours, 6 jours, donc juste pour les personnes qui ne sont pas médecins. En gros, quand on a une chimiothérapie, le pic d'action est à 4-6 jours, en tout cas sur les globules rouges et les globules blancs. Et s'il y a de la fièvre à 4, 5, 6 jours, c'est le moment où les globules blancs sont au plus bas, où en fait tout est au plus bas parce que c'est le pic d'action de la chimiothérapie. Et donc c'est à ce moment-là où on peut faire des complications infectieuses. Donc vous n'avez pas fait de complications infectieuses? Non. Comment s'est passée l'articulation entre la 4e chimio initiale et le relais par le Taxol? Alors, on m'a dit que ça allait être moins violent dans les effets secondaires. Bah écoutez, moi, à la première Taxol, j'ai vomi, je crois, mon corps entier. Je me suis même dit, je vais pas arriver à temps aux toilettes, hein, parce qu'en plus on est branché, donc et sur les 4, j'avais peur parce qu'au début les 4 premières, on me disait de ne pas bouger. Donc je me suis dit, mince, est-ce que le Taxol je peux bouger, parce que là je sens que ça va venir et mon copain de boxe va pas être content de ce qui va se produire. Et en fait, donc j'ai dit à une infirmière, est-ce que je peux vite aller aux toilettes? Oui, bien sûr, vous pouvez bouger. Je suis allée, voilà, et vraiment et là, j'avais peur de ça, parce que je pense que personne n'aime vomir, mais là, pour le coup, je me suis dit, mais c'est assez fort. Et on m'a donné finalement un petit médicament. Du Zofren? Ouais, c'est ça, pour me calmer, et ça a bien marché sur moi. Et il n'y a pas eu d'autres effets indésirables du Taxol? Taxol, non. J'ai vraiment ce côté vomissement qui me reste en tête, ouais. 2 questions. 1, comment ça s'est passé l'altération physique? Parce qu'on maigrit, on perd du muscle, on perd les cheveux, on n'a pas la même flamboyance qu'on pouvait avoir avant. Comment est-ce qu'on le vit, ça? Le jour où j'ai commencé à perdre mes cheveux, j'ai dit à mon conjoint, est-ce que tu te sens de me raser la tête, parce que c'était douloureux, la perte des cheveux était douloureuse. Et il m'a dit oui, je ferai avec toi. En voyant mes cheveux tomber dans la baignoire, moi là pareil, effondrement. Je me suis dit, allez, on est dans le dur. J'avais encore mes cils, j'avais encore mes sourcils, mais c'est vrai que les cheveux, puis bon, sur une femme, c'est quand même la féminité, j'avais les cheveux très longs. Et pareil, en fait, quand je me suis relevée, je me suis dit, c'est bon, t'as pleuré, tu te calmes, parce qu'il y a des filles à côté, et elles vont voir leur maman sans cheveux. Et en fait, mon conjoint est chauve. Donc du coup, on a pris ça sur le jeu. Et on dit, ma maman, elle a voulu faire la même coupe que papa. Et voilà, c'est passé très bien, mais je vous avoue que ouais, c'était une épreuve. Vous n'êtes pas allé sur le versant perruque? J'y suis plus tard. Je l'ai fait, mais je supportais pas la perruque en fait sur mon Ça grattait? Ouais, démangeaisons, on avait beau mettre un petit filet, toutes les astuces. J'étais souvent avec le foulard, bonnet. Juste avant la question un peu trash, sur tous les soins de support, c'est-à-dire hydrater la peau, les esthéticiennes qui peuvent accompagner les patientes qui sont sous chimiothérapie, est-ce que vous en avez bénéficié ou zéro?
Pas Période du tout. Covid. Ouais, voilà. J'ai eu une fois c'était un jeune homme, un socio-esthéticien qui est venu pour nous faire dessiner nos sourcils, mais c'est le seul moment où j'ai... Et est-ce que à ce moment-là, Internet, ça a été un support? C'est-à-dire, vous avez pu vous renseigner sur les choses qu'on pourrait faire, ou est-ce que vous aviez fourni par l'hôpital une documentation qui disait, si vous avez la peau sèche, l'anticipation pour les ridules, pour les machins, etc. Est-ce que d'un côté, vous aviez une information papier par l'hôpital qui était cohérente et suffisante, ou est-ce que Internet vous a servi à quelque chose? Alors, je pense que non. À l'hôpital, il manque. On a un petit présentoir avec plein de fascicules dessus. J'en avais pris quelques-uns. Je suis allée voir une des personnes qui était indiquée sur un des prospectus. J'ai pas du tout aimé le rapport humain, on va dire, avec elle. Du coup, je suis allée voir autre part pour la perruque, notamment. Mais c'est vrai que tous les soins, non, ça m'a manqué. Ça, honnêtement, ça m'a manqué. Donc, Internet était une grande valeur pour moi. Ouais. Et les associations aussi, ou des femmes qui avaient subi un cancer du sein, qui étaient dans leur période hormonothérapie et du coup, qui avaient passé le dur, on va dire, du cancer, si on peut appeler ça comme ça, qui nous donnaient des astuces pour nous soulager et nous, on va dire, nous rendre belles, enfin, en tout cas qu'on se retrouve un minimum dans le miroir. Alors, justement, alors c'est marrant parce qu'on enchaîne fort là-dessus, mais j'ai toujours pas posé ma question un petit peu hard. L'image corporelle, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? Bon, on se reconnaît pas, clairement. Moi, je vais être un peu trash, hein, mais moi, même si je pense que c'est pas du tout la même teneur, je me suis vue à Auschwitz, voilà, dans le miroir. Vous aviez perdu combien de poids? Alors moi, j'avais pas perdu par contre, j'ai même grossi. Ouais. Et a priori, c'était la cortisone. La cortisone. Mais donc, bouffie, je me reconnaissais pas du tout. J'ai les yeux verts, je les voyais gris. J'avais les cernes blanches, chauves. Ouais, une altération majeure. Ouais, complètement. Alors, question dure. Plusieurs questions dures. Est-ce que vous avez pensé que vous alliez mourir? À un moment, vous vous êtes dit, je vais mourir. Je me suis dit honnêtement, alors pas pendant le parcours, c'est très marrant, parce que je pense que j'ai cette image d'être dans un TGV, on vous met dans un train, vous partez à grande vitesse et vous attendez l'arrêt. Vous savez pas quand ça va s'arrêter, donc j'ai pas eu le temps en fait, on va dire, de penser à ça. Je me suis posé cette question au moment parce que j'ai subi une mastectomie et je me suis posé cette question à ce moment-là. Du coup, ma question est la suivante. Pendant tout ce moment du TGV qui part, on est traité, on perd les cheveux, on gerbe, on n'est pas bien, on peut se dire qu'on va mourir. Quel a été votre rapport quand vous pensiez à vos enfants et avec vos enfants? Comment ça s'est passé? Alors, je rien caché. Alors, elles avaient quel âge? Donc du coup, la petite, un peu plus de 18 mois, et la grande, elle avait 4 ans et demi. Et vous leur avez parlé? Et je leur ai parlé. Je leur ai dit, voilà, maman, alors déjà, pour la petite, parce que je devais arrêter l'allaitement, donc je lui ai dit, le tété, c'est fini. 18 mois, c'était plus du confort, mais c'était son côté doudou, donc c'était dur quand même de créer cette rupture brutale. Donc je lui ai expliqué, le tété de maman, il est malade, il va y avoir des médicaments dedans, tu peux plus prendre le tété de maman. Alors je sais pas si elle a compris ou quoi, mais c'est passé nickel. Et la grande, c'était plus compliqué, parce qu'elle elle était somnambule, donc elle avait commencé à faire ses crises de somnambulisme. Je pense qu'elle avait peur. J'ai été voir elle voyait déjà une pédopsie par rapport à son papa déjà, donc je suis retournée la voir en lui expliquant. Et elle m'a dit non, elle le vit bien, après coup, elle le vit bien, enfin bien, si bien qu'on puisse le vivre, hein, mais parce que vous ne lui cachez rien. Et ne lui cachez rien. Donc là, pour moi, c'est un point qui est super important. C'est qu'il faut toujours parler. Ouais. Il faut toujours verbaliser, parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est le monstre dans le placard. Le non-dit. À partir du moment où, avec des mots simples, sans forcément tout dire, sans rentrer dans un pathos des peurs, etc., le fait de verbaliser, ça donne une substance à ce qui se passe, et du coup, on n'imagine pas un monstre caché, et donc on vit pas dans une angoisse terrible de l'inconnu. Ouais, et le pire, c'est l'inconnu et l'imprévu. Mmh. Et c'est ce qui se passe un peu quand une femme est maltraitée, c'est l'inconnu et l'imprévu de quelle tarte je vais me prendre ou quelle remarque je vais me prendre. Par rapport, vous avez dit, ce qui m'a choqué le plus, ce qui a été le plus difficile quand on m'a appris le diagnostic, c'était d'en parler à mes parents et à mes frères. Et là, à ce moment-là, c'est comment?
Ils sont là, vous leur parlez, vous leur expliquez, pareil. Oui, alors en fait, mon papa a tenu à m'accompagner à chaque chimio, alors pas dans l'enceinte de l'hôpital parce qu'il ne pouvait pas, mais de servir d'ambulancier. D'accord. C'était sa façon à lui, parce que bon, c'est un papa assez pudique dans ses sentiments, c'était sa façon à lui de dire je suis là, je t'aime et c'est ma façon à moi de te soutenir. Donc il venait me déposer et il venait me rechercher. Et votre mère? Et ma maman, elle s'est écroulée, hein, à l'annonce déjà de l'IRM. Quand je lui ai dit le résultat, je voulais pas lui dire en fait, je voulais vraiment attendre l'oncologue qui me dise voilà, j'ai ça. Finalement, je lui ai sous les conseils, parce que je l'ai dit d'abord à mon papa. Et au final, ma maman, elle s'est mise à pleurer. Voilà, clairement, c'était ses 2 sœurs en plus qui avaient eu un cancer. Elle s'est sentie coupable? Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit après coup. Pourquoi pas moi? Et elle a été là, elle a été en soutien, elle vous parliez, vous voyez, et elle a été présente. Et vos frères, vous avez des frères, des sœurs? J'ai un frère. Ouais. Mon frère, lui, pareil, pugnace tout de suite. Tu vas te battre, t'es une guerrière, de toute façon je le sais, il n'aura pas raison de toi, etc. Mais c'était la première fois où, entre guillemets, on me disait que je pouvais potentiellement mourir. Donc du coup, je le gardais pas en tête, mais je me suis dit, ouais, ils ont quand même peur de ça. Ouais, mais c'est là où je vois que vous avez quand même une psyché particulière. C'est-à-dire, vous êtes un peu une guerrière, quoi. On essaye. Un petit peu. J'ai envie de dire aussi, ça se passait bien entre votre mari concubin et votre famille. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un cocon qui était... Et est-ce qu'il y a eu des amis qui étaient présents ? Et des gens qui ont été présents, ou ça a été très famille nucléaire? Alors, j'avais des amis, collègues aussi qui étaient là. Alors, bien sûr, pas physiquement, parce que Covid, on était vraiment isolés, mais toujours des messages. Non, franchement, là-dessus, sur l'entourage, Parfait. Ouais, c'est ce qu'on peut résumer. Je ne vous ai pas posé la question, c'est quoi votre métier? Je suis agent d'escale commerciale chez Air France. Et le fait de l'arrêt de travail, ça a été compliqué de plus avoir cette vie sociale-là? Oui, complètement. Déjà l'arrêt, parce que Covid, on était en accès limité à l'aéroport, mais donc quelque part ça tombait bien. Si, je ne pouvais pas être là, mais en même temps mes autres collègues non plus, quelque part. Donc, mais ouais, c'était compliqué. Quelque part, je me suis mis vraiment dans une bulle en me disant bats-toi, fais ce que tu as à faire, ce qu'on te demande de faire, et puis tu reviendras plus forte. On vous a dit d'emblée, genre là tu vas rentrer dans un accélérateur de particules et ça va durer 10 mois, et dans 10 mois on reparle. Est-ce que ça c'était clair? Le plan de soins était clair dans votre tête et vous avez été bien expliqué? Alors au départ j'ai trouvé ça très flou, mais je pense que c'est moi qui me suis... j'ai entendu chimio. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la perte de cheveux, c'était mon angoisse première, et après la mastectomie. Je l'ai lu, on va dire, le protocole. Je pense que le docteur l'a dit, mais j'ai occulté. Oui. Voilà. Et en fait, j'ai lu le protocole, je comprenais strictement rien. Des fois, je me disais... Alors, l'infirmière qui nous suivait me disait, donc là, voilà, c'est le C, après c'est les Taxol. Carboplatine? Alors, EC... c'est pas ce nom-là. Je ne sais plus le nom, mais je l'ai, mais je pourrais vous le donner. Mais c'est vrai que c'était... J'étais dans un processus de me dire, bon, je commence, en fait, step by step, quoi. Je me suis dit, chimio, ok. On ne sait pas si on va garder mon sein ou pas. Je garde cette perspective que je peux le garder, même s'il n'y avait pas vraiment d'espoir là-dessus, mais je me le disais, on va voir. Et puis après, voilà, vraiment step by step. Donc, j'avais pas vraiment cette idée de longueur de traitement. Enfin, en tout cas, pour moi. Parce que le traitement, si on dit que ça commence en février et que ça va jusqu'à août, en tout cas pour la chimiothérapie, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août. Il y a donc 6 mois, pleine bourre, chimiothérapie, prise de sang toutes les semaines. Oui, c'est ça. Peut-être angoisse, des complications, dégradation du corps. Je gerbe tout ce que je peux quand on trouve une solution. Vous arrivez à l'issue. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous prépare à la fin de la chimiothérapie et on vous dit ce qui va se passer ensuite? À quel moment on commence à vous dire ça va être quoi la suite? Et surtout,
comment est-ce qu'on a géré la tumeur régresse pas, vous êtes répondeuse, vous n'êtes pas répondeuse? Alors dès la première chimio, en fait, le docteur m'a dit bon, on a une bonne réponse par rapport au produit qu'on injecte, donc c'est plutôt pas mal, on continue dans ce sens. Et du coup, on pouvait parler peut-être de 3 grosses chimios, 3 EC, mais finalement on a préféré faire une 4e pour vraiment réduire la tumeur au maximum. Mais elle a été cache tout de suite en me disant on gardera pas le sein. Parce que j'avais le ganglion sentinelle qui était touché aussi, après on l'a su après, mais du coup elle m'a dit on va prendre aucun risque, on enlèvera... Question, est-ce qu'on vous a fait le test génétique pour voir s'il y avait... Oui. Et donc est-ce que vous êtes porteuse de la mutation génétique? Je ne suis pas. D'accord, donc pour les patientes, quand il y a une mutation génétique familiale, c'est le cas d'Angelina Jolie, et il y a un risque de transmission génétique aux descendants et donc de transmission du cancer. Donc déjà c'est une épine qui est sortie du pied. Et en fait, lors de la biopsie, ils ont fait... Alors, ils doivent avoir l'accord de la patiente pour faire le test génétique, le gros test. Mais au tout début, lors de la biopsie, ils ont fait un mini prélèvement, on va dire, qui peut tendre à savoir un peu s'il est génétique ou pas. Et lors d'une chimio, je me rappellerai toujours où je me suis effondrée. Elle est venue me voir, parce que j'ai dit j'ai peur pour mes filles, j'ai 2 filles, voilà, j'ai mes 2 tantes maternelles, j'ai peur pour elles. Elle est venue me voir, elle m'a dit écoutez, j'ai fait déjà un petit test, on a reçu. A priori, vous n'êtes pas porteuse, voilà. Donc, ça m'a rassurée. Du coup, vous avez pleuré. Et j'ai repleuré, mais de voilà. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on pleure dans les bons moments et dans les mauvais moments. C'est une explosion émotionnelle. C'est un vase rempli d'émotions. Ouais.